Chers amis, chers camarades, chers internautes, bonsoir. Merci pour votre fidélité à vous qui suivez régulièrement nos lives et qui visionnez nos émissions. J'en profite pour vous dire qu'après le direct, bien évidemment, cette émission reste sur notre page Facebook. Alors, nous allons aujourd'hui aborder le thème du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors ce soir, c'est une émission un peu particulière car on s'éloigne, vous l'avez constaté, un peu des thèmes spécifiques aux Arméniens. On essaye de vous parler d'actualité, d'Arménie, de causes arméniennes, des luttes du présent qui habitent le peuple arménien à travers le monde, mais à Shavjoum, nous avons toujours fait le choix de nous intéresser aussi et parfois d'être solidaires des autres luttes d'émancipation, nous intéresser aux autres luttes pour la justice. Nous ne sommes pas isolés dans nos réflexions et nous essayons de puiser dans la mémoire du passé une certaine compréhension des choses. Pour convoquer Marcel Mauss, regarder l'autre pour comprendre ce que nous sommes, c'est parfois utile pour ne pas nous scléroser. En ce mois d'avril que certains ont coutume de désigner comme le mois des génocides, nous commémorons bien sûr le génocide des Arméniens, mais aussi celui des Tutsis au Rwanda. En ce sens, cette émission sera suivie d'une autre émission où nous donnerons la parole à un survivant de ce génocide. À Shavjoum, nous préférons en principe donner la parole en premier aux premiers concernés, mais pour des questions de disponibilité, on est en pleine commémoration du génocide des Tutsis, cet ordre a été inversé. La date symbolique pour le génocide des Tutsis, c'est, vous le savez, le 7 avril. Le 7 avril 1994, c'est la date à laquelle la première ministre et plusieurs autres personnalités politiques hutus modérées ont été assassinés. La veille, l'avion du président Juvenal Habyarimana était abattu. L'assassinat du président a servi de prétexte, on va dire, au parti Hutu Power pour mettre en œuvre un génocide contre les Tutsis, un génocide qui était préparé de longue date. Entre deux morceaux de rock zaïrois, la radio d'Émile Colline va donner le signal, il faut couper les grands arbres. Toute l'administration est mobilisée, des milices dites interamouées vont se former pour accomplir les bases œuvres du plan d'extermination. Ce type de milice chargée de faire les bases besognes du génocide, on le voit également dans le génocide des Arméniens avec ce que l'on appelle l'opération spéciale, la section spéciale, l'opération spéciale et les personnes qui ont été sorties de prison pour constituer on va dire la cheville ouvrière du génocide, et on le voit bien évidemment pour la Shoah avec la section spéciale, les SS. Le bilan du génocide des Tutsis au Rwanda, c'est environ 1 million de morts et environ 500 000 personnes violées, bien évidemment, sans compter les estropiés, les très nombreux blessés. Cela en quelques semaines après, à peine. Les Tutsis vont finalement mettre, on va dire, un terme à leur calvaire seuls. L'armée constituée par le parti FPR va réussir à prendre le dessus sur le gouvernement et, mettre fin au génocide. Dès le début de ce génocide, des voix se sont élevées en France pour dénoncer le soutien de l'État français et du gouvernement de François Mitterrand aux génocidaires. Depuis, un processus de vérité est à l'œuvre par un travail acharné des historiens, des militants, mais aussi des journalistes. Ce soir, nous recevons un journaliste, Marc Bouchage, qui est historien de formation. Il est devenu journaliste il y a près d'une quinzaine d'années. Il a travaillé longtemps en Amérique du Sud, où il a tourné une enquête passionnante sur l'utilisation du glyphosate comme arme de guerre contre les narcotrafiquants en Colombie. Ce documentaire parle de Monsanto, de l'ingérence américaine, de la privatisation de la guerre, de la généralisation de l'utilisation de mercenaires dans les conflits. Nous vous le conseillons. Il s'intitule Colombie, poison contre poison, et vous pouvez le trouver très facilement sur YouTube.
Marc a également sorti récemment une enquête, France-Rwanda, des archives militaires françaises toujours au secret sur Mediapart. C'est un peu ce qui nous a donné envie d'organiser cette soirée. On ne peut plus faire de conférences pour des raisons que vous connaissez, mais nous souhaitons toujours vous faire partager des réflexions, des thématiques qui nous tiennent à cœur. En l'occurrence, la question du génocide des Tutsis au Rwanda, ses prémices, son contexte et ses conséquences nous ont toujours intéressés et nous vous en parlons depuis la création de Shavjung, notamment dans nos émissions que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Shavjung TV. Alors aujourd'hui, nous abordons la question du génocide qui s'est déroulé au Rwanda en 1994 sous un angle particulier avec Marc Bouchage, c'est celui de l'implication de l'appareil étatique français dans ce génocide. Marc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Je vais te tutoyer car nous nous connaissons bien. Nous sommes amis de longue date et nous n'allons pas faire semblant de nous vous voyez, on va dire, pour cet exercice. Ma première question est simple. On parle depuis très longtemps de l'implication française dans ce génocide, les travaux de Patrick Saint-Exupéry, de Daniela Crozlac, de Benoît Colomba, de David Savernet, de François Graner, de Raphaël Doridan, même du général Jean Varret, pour nous citer que, mais il y en a d'autres d'ailleurs. Peux-tu nous expliquer en quoi cette implication française a consisté dans le génocide? Eh bien, comme tu l'as expliqué, il y a tout un tas de chercheurs, d'historiens, de journalistes qui travaillent sur ces questions-là, sur cette question-là de l'implication de la France depuis des années et immédiatement après le génocide. Certains avaient commencé à alerter bien avant le génocide. Je pense à l'association Survie. Jean Carbonard, qui était le président de Survie, va intervenir aux 20h de France 2 en janvier 1993. Il revient de 15 jours au Rwanda et d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme sur place. Il revient et il va alerter en disant qu'il y a une situation génocidaire. On est 1 an et 2-3 mois avant le génocide. Il ne sera pas entendu. Il sera en larmes, très ému sur le plateau de France 2 par ce qu'il a vu au Rwanda. Donc il y a tout un tas de gens qui ont déjà alerté, et tu le citais aussi, le général Jean Varret, qui était le chef de la mission militaire de coopération à Kigali entre 1990 et 1993. Donc il y a tout un tas de gens qui ont déjà prévenu de cette situation-là. Et donc voilà, les chercheurs l'ont bien documenté. Moi, je vais résumer ça très grossièrement, mais en gros, il y a eu un soutien de la France qui était sur place entre 1990 et 1993, qui va aider à former l'armée rwandaise pour lutter notamment contre les incursions du Front patriotique rwandais, qui est basé notamment en Ouganda. Et c'est les Tutsis qui ont grandi en exil après avoir été massacrés dans de premiers massacres et de premiers pogroms. Donc c'est toute une génération qui va grandir en exil en Ouganda et qui cherche à revenir au Rwanda et reprendre une place, en tout cas dans ce pays-là. Donc voilà, la France va armer et va aider l'armée rwandaise. Donc ça, c'est avant le génocide. Pendant le génocide, on peut citer plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y aura des livraisons d'armes. Au lendemain de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, le gouvernement qui est appelé le gouvernement intérimaire rwandais, qui est le gouvernement génocidaire, qui va être au pouvoir pendant toute la durée du génocide, va être formé dans les locaux de l'ambassade française dès le 7 avril 1994. À l'issue du génocide, après la fin du génocide en juillet 1994, la France va permettre l'évacuation des responsables du génocide, et notamment les membres du gouvernement intérimaire rwandais qui ont été responsables du génocide. Ils vont leur permettre de quitter la zone sous contrôle français, parce qu'il va y avoir une opération turquoise qui est dite humanitaire, qui est militaire. Et donc voilà, les responsables vont être évacués au Zaïre. Il y a une note, il y a eu en tout cas un article récemment dans Mediapart qui a cité un télégramme diplomatique qui explique que l'ordre vient du ministère des Affaires étrangères français à l'époque, dirigé par Alain Juppé, qui va donner l'ordre aux soldats français, en tout cas, de ne pas arrêter les responsables du génocide.
Donc voilà, c'est à peu près ça la responsabilité pour celles et ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide. Je vous conseille le livre L'État français et le génocide des Tutsis du Rwanda, qui a été cité par deux personnes que tu as citées, Yriché, qui sont Raphaël Doridan et François Graner, qui sont membres de Survie et qui, dans cet ouvrage-là qui est paru l'an dernier, reviennent sur l'ensemble de la publication qu'il y a eu tout au long de ces années par des journalistes, des chercheurs, des historiens, puis ils l'ont complété par des entretiens avec des responsables militaires. Donc c'est passionnant parce que ça dresse l'état des lieux de tout ce qu'on sait là-dessus. Et voilà. Oui, tu as raison. En tout cas, c'est intéressant de citer Survie, qui est vraiment l'association qui est à la pointe en France du combat pour la vérité et qui pointe la responsabilité de l'État français et de l'armée française depuis le début. Est-ce qu'en quelques mots, on peut parler de quelles étaient les motivations de ce soutien français aux génocidaires avant 94, mais également pendant et après, bien évidemment? On peut le résumer en disant que les Tutsis qui viennent de l'Ouganda, du coup l'Ouganda est un pays anglophone, ça a beaucoup apparemment contrarié François Mitterrand et son entourage qui avait peur, si jamais ces derniers reprenaient le pouvoir au Rwanda, de perdre une zone d'influence francophone en Afrique, ce qui paraît totalement incroyable et en tout cas impensable qu'on ait mené une politique pour cette raison-là. En tout cas, c'est celle de l'Élysée, c'est celle d'un groupe de responsables politiques à l'époque, puisque le Parlement n'est pas informé de tout ça. Mais en tout cas, c'est ça la principale, en tout cas, raison aujourd'hui de l'implication de la France au Rwanda. Mais je pense que c'est quand même important de dire que la France, à l'époque, est au Tchad, est au Cameroun. Elle mène ce type de politique-là qui, au Rwanda, va déboucher sur un génocide, mais c'est une ingérence qui est récurrente sur le continent africain. Et la France, c'est un petit peu, certains l'expliquent, toute puissante en Afrique et fait un petit peu ce qu'elle veut. Bien sûr. Depuis le mandat de François Hollande, on a senti une ouverture sur cette question rwandaise. Je parle sous ton contrôle, bien évidemment, mais c'était une question qui était jusque-là taboue en France. Pour ceux qui, et on est quelques-uns à en faire partie, travaillaient sur les questions de mémoire et qui tentaient d'organiser en France des commémorations de ces génocides. Ça n'a pas toujours été facile, et surtout dans des lieux publics, dans des lieux, détenus par des institutions publiques. Je pense par exemple à des mairies, etc., où on ne pouvait pas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, commémorer le génocide des Tutsis sans avoir des pressions du ministère des Affaires étrangères. Le président Emmanuel Macron a également multiplié les déclarations qui sont allées dans le sens de cette ouverture. En 2019, il a mandaté une commission d'historiens et de chercheurs pour mener un travail de fond sur l'étude des archives françaises concernant le Rwanda dans les périodes 90-94. Pourtant, cela ne semble pas si simple de travailler sur ce sujet dans les faits. Et concernant ton enquête qui vient de paraître sur Mediapart, peux-tu nous expliquer en quoi elle a consisté et les difficultés que tu as rencontrées? Je crois d'ailleurs que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, en voulant consulter les archives militaires françaises sur le Rwanda. Oui, je vais vous expliquer ça, je vais détailler cette enquête-là. Juste avant, la reconnaissance, en tout cas un début de reconnaissance du rôle de la France dans le génocide des Tutsis, en tout cas dans la politique française au Rwanda, c'est Nicolas Sarkozy en 2010 qui va parler de graves erreurs, j'en ai mangé de graves erreurs d'appréciation. Donc ça a commencé comme ça, voilà. Il ne parlera pas de complicité, il n'ira pas plus loin, mais ça a été une première ouverture, il se rendra au Rwanda. Et puis comme tu l'as dit, ensuite ça va légèrement avancer avec François Mitterrand et puis avec Emmanuel Macron. En tout cas, voilà, il a mandaté cette commission de chercheurs pour travailler sur les archives françaises pendant 2 ans. On reviendra, j'imagine, sur le rapport Duclerc du nom du président de la commission mandaté par Emmanuel Macron. Voilà, moi j'ai travaillé sur les archives militaires françaises sur le Rwanda. J'ai tenté d'y avoir accès en 2014 quand j'enquêtais pour le magazine Cosette sur
l'évacuation de l'orphelinat Sainte-Agathe à Masaka au Rwanda, qui est un orphelinat qui a été créé par la veuve du président Habyarimana à la fin des années 70, et dont elle gardera le parrainage et qui est évacuée 2-3 jours après le début du génocide, au moment où la France refuse d'évacuer les employés Tutsis qui sont ouvertement menacés, ceux de l'ambassade française, ceux du centre culturel français, mais on va quand même évacuer l'orphelinat d'Agatha Habyarimana, qui elle-même est évacuée 2 jours après. J'en dis rapidement un mot, mais Agatha Habyarimana, donc c'est la veuve du président Juvénal Habyarimana, et elle est aujourd'hui, c'est on va dire la sans-papier la plus connue de France, parce qu'elle va être évacuée vers la France. Le Conseil d'État a refusé sa demande d'asile en 2009 au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de penser à son implication en tant qu'instigatrice ou complice dans le crime de génocide. Donc la France refuse de l'extrader en 2011 au Rwanda et depuis elle vit sans papier en France. Voilà, on connaît la France portant très enclin aux reconduites à la frontière, mais en tout cas pas pour elle, elle qui est sans papier et au vu des risques et au vu en tout cas des soupçons qui pèsent sur elle. Donc c'est son clan, c'est tout le clan, son clan elle qui sera à la manœuvre en 94, le clan issu du nord du pays, extrémiste, et qui sera... Ils seront réunis au sein d'un clan qui s'appelle l'Akazu, c'est la petite maison, et qui va orchestrer ce génocide-là. Donc voilà, c'est pour la suite. Donc voilà, son orphelinat est évacué, elle aussi. Et à cette époque-là, avec ma collègue Fanette Merlin, avec laquelle je travaillais sur cette enquête-là, on a cherché à avoir accès aux archives françaises militaires pour comprendre qui avait été évacué à cette période-là, dans le cadre de l'opération Amaryllis, entre le 8 et le 14 avril notamment. On voulait savoir qui avait été évacué avec elle, pourquoi l'orphelinat a été évacué, tout un tas de choses. Et à cette époque-là, ça avait été impossible d'avoir accès à ces archives-là. On ne comprenait même pas comment il fallait faire pour faire une demande, parce qu'on n'avait que des réponses contradictoires. Voilà. On a finalement reçu une fin de non-recevoir à nos demandes de consulter ces archives-là et de savoir quelles étaient ces archives. Et là, du coup, cette année, moi, j'ai retravaillé, parce qu'il y a d'autres chercheurs, journalistes, historiens qui ont été confrontés au même problème. Donc voilà, j'ai retravaillé sur cette question-là, et il se trouve qu'en fait, ces archives-là sont des archives classées, donc voilà, inaccessibles en tout cas pendant 50 ans. Certaines sont classifiées au secret défense, mais il y a quand même une possibilité de faire une demande de dérogation pour ces archives-là. C'est la loi, c'est le code du patrimoine. On peut demander à y avoir accès, et ensuite c'est au service historique de la défense où sont rangées ces archives-là qu'on reçoit la réponse oui ou non. En tout cas, toujours est-il que pour faire cette demande de dérogation-là, il faut qu'on puisse connaître les codes, c'est-à-dire c'est les numéros des archives en question et leur description pour dire à quoi elles correspondent. Et tout ça, c'est répertorié dans un inventaire. C'est censé être répertorié dans un inventaire accessible pour qu'ensuite nous on puisse avoir accès à tout ça et puis faire les demandes. Mais ensuite, on les a pas. Toujours est-il qu'au service historique de la défense, l'inventaire était inaccessible. Il a longtemps été classé confidentiel défense. Il a été déclassifié en 2007. Donc voilà, il est inaccessible à tout le monde. On a réussi à se le procurer. On l'a rendu public avec Mediapart. Voilà, ça c'était l'objet en partie de l'article. Mais en tout cas, sans cet inventaire-là, les règles du jeu étaient truquées puisqu'il n'était pas possible de faire les demandes. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. Il se trouve que même d'anciens responsables militaires français, quand on les a questionnés pour dire qu'on était empêché d'avoir accès à ça, étaient étonnés. Je pense à l'ancien chef d'état-major des armées, l'amiral Langsad, qui était le chef d'état-major des armées sous François Mitterrand, qui a eu la gestion des opérations militaires au Rwanda, qui nous a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ça nous était bloqué, que l'armée n'avait rien à se reprocher et qu'on aurait dû y avoir accès. Donc il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui nous disent qu'il faut qu'on y ait accès, il faut que la France regarde son passé en face. Et donc ça continue à être bloqué, en tout cas au sein du service historique de la défense, un blocage qui semble être lié à l'exécutif et dépasser le simple service historique de la défense. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on a travaillé, on a montré tout ça, on a montré que le secret défense, ça se passe dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda, il y a un vrai blocage là-dessus, mais ça se passe aussi dans d'autres affaires. On a interrogé des membres du collectif Secret Défense, un enjeu démocratique, qui sont confrontés à ces mêmes problématiques d'accès aux archives militaires en partie, et qui concernent des personnes qui ont soit été tuées, des avions qui ont été abattus, ça peut être lié à la guerre d'Algérie, ça remonte même à beaucoup plus loin, 1944, et au massacre des tirailleurs sénégalais à Tiaroy. C'est 1944 et il n'y a toujours pas de possibilité d'accéder à ces archives-là. Donc le génocide
rejoint le rôle de l'État français dans le génocide des Tutsis, a rejoint la longue liste de ces affaires-là qui sont traitées par ce collectif-là, mais c'est des choses récurrentes, voilà, donc c'est ce qu'on montrait en tout cas dans ce travail-là. Merci, ta réponse est très éclairante parce qu'en fait, quand on est un néophyte, quand on ne connaît pas le travail d'historien ou même de journaliste, on se dit que bon, bah, il y a des archives, on y va, et puis on essaie de trouver des choses. Et en fait, les archives sont tellement colossales, que ce soit pour ce cas-là, mais pour d'autres sujets aussi, que ce n'est pas possible de consulter des archives comme ça, comme on pourrait le faire d'une manière très empirique, et qu'en réalité, il faut pouvoir consulter des registres précédemment. Je ne me souviens plus le terme que tu utilises, mais c'est un inventaire, c'est ça? C'est un inventaire, ouais, c'est Un exactement. inventaire pour pouvoir savoir où aller chercher dans les archives. Sinon, c'est quasiment impossible de trouver quoi que ce soit. En tout cas, pour pouvoir préciser ses recherches, pour pouvoir les cibler, etc. Ouais. Alors, tu as bien expliqué qu'en réalité, il y avait des difficultés qui relevaient de la loi, du droit, des difficultés qui relevaient, on va dire, de la mauvaise volonté, on va dire, de certaines institutions, des pouvoirs publics parfois, enfin souvent, en l'occurrence c'est le cas. Mais dans ton enquête, tu as pu tout de même accéder à certains documents du ministère de la Défense. Tu Alors, as pu voir des choses qui non, permettent j'ai d'un pas peu de pu voir faire. parce qu'on a quand même fait des demandes là entre-temps pour avoir accès à ces archives-là, on les a pas eues. En tout cas, nous, les documents enfin, en tout cas, qu'on a réussi à se procurer, c'est ce fameux inventaire-là qu'on rend public, mais on n'a toujours pas eu accès, en tout cas, aux, aux D'accord. archives de, aux Vous archives avez de eu la accès défense. à l'inventaire. Et dans cet Bah, inventaire, est-ce voilà, que on c'est... l'a, ouais, bah, ça, on a réussi à le trouver, mais en tout cas, cet inventaire est intéressant parce qu'il liste l'ensemble des cotes et des descriptions qu'il y a. Donc, on a bien vu qu'en tout cas, il y en avait un. Que quand il nous était répondu qu'il n'y en avait pas ou que ce n'était pas possible d'y accéder, c'est faux parce qu'en tout cas, les choses étaient bien répertoriées et ça a même été agrémenté entre 2007 et 2015 par un second morceau d'inventaire qu'on révèle aussi dans Mediapart. Donc, en fait, si, ça aurait été possible de nous le mettre à disposition. C'est juste qu'en tout cas, il n'y a pas eu cette volonté-là. Et puis, ce qui est complètement incroyable, c'est que, c'est ce dont on parle aussi dans l'enquête, c'est que la commission d'historiens qui a été mandatée par Emmanuel Macron a eu accès à tous ces documents-là. Donc, tant mieux, on peut s'en réjouir qu'il y ait une commission là, mais c'est une commission qui est choisie par le pouvoir, qui a accès à ces archives-là. Et c'est des archives qui ont été refusées à la justice quand il y a eu des procès. Donc ça paraît aussi... Bah, tant mieux que la commission y ait accès, hein, ça, c'est pas le souci. Mais au préalable, ça a été refusé à la justice. Donc ça paraît toujours complètement fou en démocratie qu'il y a un tel fonctionnement. Surtout que là, on parle du crime des crimes, celui de génocide. Donc si on n'est pas capable d'accélérer les choses et sur un génocide, sur quelles affaires on va le faire. En tout cas, ça interroge sur les pratiques d'une démocratie et sans doute une démocratie comme la France qui a beaucoup de mal. Et c'est ce que dit Sylvie Bréban, qui est journaliste et dont l'un des membres de sa famille, Henri Curiel, qui était un militant internationaliste, a été assassiné et qui se confronte au secret défense, disait c'est que la France a du mal à se regarder en face et à regarder ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été. Donc en tout cas, c'est révélateur de ça en particulier, et ça montre qu'on est quand même des démocraties qui ont des problèmes avec leur passé, alors que nous, à l'école, on nous a tous enseigné le plus jamais ça, mais si à aucun moment dans notre vie, dans nos pays, on regarde ce qui n'a pas fonctionné, encore je pense que je pèse mes mots dans ce qui n'a pas fonctionné, mais les égarements, les graves erreurs, les conséquences lourdes et accablantes de nos actes, à quel moment on sera armé, en tout cas les jeunes générations, nous-mêmes, pour y faire face. Si un jour on revient à trouver ces mêmes éléments-là, si on ne les a pas étudiés, comment est-ce qu'on pourra prévenir ce type de choses-là? Donc je crois que c'est important. On le doit d'abord la vérité aux victimes, mais on la doit aussi, nous, aux générations qui arrivent pour vraiment que ça ne recommence pas, qu'il y ait pas que pour une fois, le plus jamais ça devienne réalité, ce qui n'a pas été le cas à l'issue notamment de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Oui, c'est bien de le dire parce que c'est pas que la question de la transparence sur le génocide des Tutsis au Rwanda et du rôle de la France, c'est la question, là on parle du rôle de la France, hein, c'est un génocide qui a beaucoup d'autres implications que simplement le rôle de la France. On aura l'occasion dans d'autres émissions d'en parler bien évidemment, c'est pas un génocide qui a été organisé et perpétré par
par le gouvernement français, bien évidemment, mais là, aujourd'hui, on s'attelle à discuter un peu de la responsabilité française. Et tu as raison de le souligner, parce que ce n'est pas que la question du Rwanda, c'est la question plus globale du système France-Afrique, de l'interventionnisme français dans ce qui était en l'occurrence, le Rwanda n'était pas une colonie française, mais dans ce qui est un continent que que l'État français a colonisé. Tu parlais de la commission d'historiens qui a été mandatée par l'exécutif français. Cette fameuse commission d'historiens menée par Vincent Duclerc, elle a rendu son rapport récemment, le 26 mars. Et dans ce rapport, il est évoqué des responsabilités lourdes et accablantes de l'État français. Pour autant, ce rapport va-t-il au bout du processus de dévoilement de la responsabilité au plus haut niveau de l'État? Le rapport, par exemple, se refuse à parler de complicité. Et d'ailleurs, il redéfinit la complicité en des termes qui s'éloignent un peu de la définition juridique donnée par le droit positif. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rapport? Ben, c'est déjà une avancée, parce qu'ils ont eu accès à une grande partie des archives, mais on va revenir sur cette question-là, parce qu'ils n'ont pas eu accès à toutes les archives. En tout cas, c'est la première fois qu'au niveau de l'État, on reconnaît qu'il y a des responsabilités lourdes et accablantes. Ça marque un début, une première pierre qui est posée, qui va calmer aussi le discours négationniste, qui parlait de double génocide pour tenter de masquer le premier. Il n'y a pas eu de second génocide des Tutsis contre les Hutus. Il n'y a eu qu'un seul génocide, en tout cas qui a été documenté et qui a existé, qui est celui des Tutsis au Rwanda qui ont été massacrés. Ça, c'est important. Voilà. C'est une première étape. C'est la première fois qu'on reconnaît qu'il y a eu un tel niveau de responsabilité au niveau de la France. Donc voilà, c'est un premier pas. C'était salué par des historiens, c'était salué par beaucoup de personnes. Ensuite, sur la question de la complicité, elle est intéressante, et c'est notamment la position que je vais vous donner, c'est la position de Survie, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui elle estime qu'il n'y a pas eu de vraie nouveauté dans ce rapport-là, en tout cas dans l'information. Alors il y a des nouveaux documents qui vont être publiés, des choses comme ça, mais ils sont pas repartis de tout ce qui avait déjà été publié, ils sont repartis un peu de toute façon de ce qu'il y avait dans les archives. Donc ils n'ont pas fait un état des lieux de la connaissance avant, ils sont partis de ce qu'il y avait dans les archives pour écrire tout ça. Donc, en tout cas, voilà, la commission Duclerc a tranché la question de la complicité. Elle a dit qu'il n'y avait pas de complicité de la France. C'est particulier parce que, dans le même temps, le président de la commission dit que ce n'est pas aux historiens de parler de la complicité, ce n'est pas leur rôle, mais tout de même, ils l'ont quand même tranché parce qu'ils se sont dit on va nous poser la question. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le justifient, donc ils l'ont tranché. Voilà, il y en a beaucoup qui disent que ce n'était pas leur rôle et qu'en tout cas, ce n'est pas à eux de le définir, mais c'est très bizarre de dire qu'il y a des accusations lourdes et accablantes du rôle de la France sans dire qu'il y a de la complicité. Donc ça sera certainement à définir, ça sera certainement à la justice de le dire ou à d'autres personnes. En tout cas, c'est la position de Survie. Et puis sur la complicité, oui, et puis voilà, en tout cas, ce rapport, ce n'est pas une fin, c'est censé être un début. Il va falloir que les chercheurs continuent à travailler, et il aurait fallu pour ça qu'une ouverture maintenant totale des archives à tous les chercheurs, ce qui n'est pas le cas. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, quand il a mandaté cette commission, auquel ne participaient pas d'historiens experts sur le génocide des Tutsis, qui ont été écartés de la commission, il faut quand même le rappeler, il avait donné dans son mandat accès aux archives présidentielles, aux archives du Premier ministre, aux archives des Affaires étrangères et aux archives du ministère de la Défense, des Armées. Et il avait aussi dit qu'ils auraient accès aux archives parlementaires de la mission d'information parlementaire de 1998, qui avait vu le jour sur le Rwanda en France. Et l'Assemblée nationale, voilà, ça a surpris tout le monde, et nous on le révélait dans Mediapart avant la sortie du rapport, qu'ils n'avaient pas eu accès. Ils n'ont pas eu accès à ces archives-là. Ça a bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'articles là, qui sortent en ce moment sur le sujet pour essayer d'expliquer pourquoi ça a bloqué. Ça a été bloqué par le bureau de l'Assemblée nationale, qui est présidé par Richard Ferrand, qui est pourtant un proche d'Emmanuel Macron. Et il y avait tout un tas d'informations, en tout cas intéressantes, dans cette mission d'information parlementaire-là. Une partie qui avait été rendue publique, qui avait été publiée à l'époque. Mais en tout cas, ils ont mis du temps à donner suite à la commission. Ils n'ont pas voulu finalement leur donner
accès à tout ça. Donc voilà, ça laisse penser qu'il y a encore des zones d'ombre dans tout ça, et qu'en tout cas, ils n'ont pas eu accès à tout. Donc conclure à une complicité, si on n'a pas eu le temps de lire, enfin en tout cas d'avoir accès à toutes les archives, c'est délicat aussi. Donc ça pourrait peut-être être prouvé par la suite ou pas, je ne sais pas, je ne présage pas de ce qui peut dire, mais certains disent qu'il y a déjà une complicité, c'est le cas d'ONG, c'est le cas d'autres personnes, donc après ça dépend des... C'est le cas aussi de gens qui ont travaillé sur la Oui. question indépendamment des archives, parce qu'il y a des tas de crimes contre l'humanité qui n'ont pas, dont les responsables, ou en tout cas les successeurs des responsables, les héritiers des responsables et les continuateurs même parfois des crimes n'ont pas ouvert des archives. Je pense par exemple à l'État turc. Pourtant, il y a des dizaines et des dizaines d'historiens qui ont réussi tout de même à démontrer ce qui s'était passé sans pouvoir consulter les archives. Mais c'est vrai que quand on consulte les archives, on apprend des choses plus précises sur certains sujets. En l'occurrence, c'est le combat que mènent les historiens et les journalistes et puis les gens qui enquêtent sur ce sujet-là. Oui, et puis il ne faut pas, j'allais dire, je ne sais pas quel mot employer, mais il ne faut pas faire des archives le temple où tout serait renfermé là-dedans. C'est-à-dire que c'est une partie des explications sur le rôle de la France euh, entre 1990 et 1994, avant, pendant et après le génocide des Tutsis. En tout cas, c'est une partie de l'histoire. Après, il y a les témoignages, il y a les rescapés, il y a des archives au Rwanda aussi. Il y a des, voilà, il faut pas. En tout cas, la commission, elle a travaillé sur ces archives-là. Donc, elle a livré une analyse de ces archives-là auxquelles elle a eu accès, parce qu'elle n'a pas eu accès aux archives de la mission parlementaire de 98, mais elle n'a pas eu accès aussi à d'autres archives, soit qui n'avaient pas été versées, soit auxquelles on ne lui a pas donné accès non plus. Donc, voilà, il faut en tout cas replacer ce travail-là dans ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Alors, on a des questions qui nous viennent du public que j'essaye de temps en temps de te glisser parmi mes questions. Donc, j'espère que le public l'aura constaté. Je te les poserai aussi. Je ne sais pas si tu voudras ou tu pourras répondre à tout, mais je te les donnerai. Et puis, je sais que tu es un journaliste Marc, plutôt de terrain, plutôt d'investigation, et pas trop un journaliste politique qui fait du commentaire. Mais tout de même, j'ai envie de te la poser cette question parce qu'on est là et parce qu'on a l'occasion de mener cette discussion. Est-ce que tu penses que dans cette, on va dire, cette ouverture de la parole sur la question du génocide des Tutsis au plus haut niveau de l'État, est-ce que tu penses qu'il y a un jeu politicien qui se joue derrière? On sait par exemple que le Parti socialiste a pendant très longtemps voulu fermer cette question-là parce que, à cause des responsabilités de François Mitterrand, on sait qu'il y a un certain nombre de personnalités comme Hubert Védrine, mais comme Alain Juppé, qui n'aimait pas trop qu'on leur parle de ce sujet-là pour cause, parce qu'ils étaient un peu en prise avec ce génocide lorsqu'ils étaient au gouvernement, et que s'il y a complicité, forcément, ils devront porter une part de responsabilité. Et en l'occurrence, bon, beaucoup de gens pointent leur responsabilité. Est-ce que tu penses que le fait que Emmanuel Macron soit dans une posture de vouloir un peu, je ne sais pas moi, d'être en capacité de taper et sur le Parti socialiste et sur la droite française, est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles il a appuyé dans ce sens-là, ou je fais fausse route? Alors ça, je ne sais pas, je ne vais pas m'engager là-dessus sur des suppositions, je vais juste me baser sur des faits. C'est que, en tout cas, c'est ce qu'explique Vincent Duclerc, le président de la commission d'historiens et de chercheurs, c'est qu'en tout cas là, depuis qu'il a rendu son rapport, il y a une libération de la parole de certaines personnes. On a vu même Alain Juppé commencer à faire un début de prise de conscience dans le journal Le Monde, une prise de conscience à moitié, parce qu'il ne revient pas sur la décision qu'il a donnée de laisser fuir les génocidaires à la fin du génocide, de ne pas les arrêter en tout cas alors que les soldats français les avaient sous la main, les responsables. Et il ne reparle pas non plus du fait que pendant très longtemps, il a été l'un des gens qui ont diffusé la théorie d'un double génocide. Donc ça, il ne parle pas de ça non plus. Donc voilà, il faut prendre avec des pincettes le début de reconnaître, enfin de mea culpa qu'il fait, ou de prise de conscience, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. En tout cas, ce qui est très surprenant, et c'est ce qu'a dit Raphaël Glucksmann, qui est député européen la semaine dernière, il me semble, sur le plateau de Mediapart, il a été très surpris du peu de réaction à gauche, au Parti socialiste, après la publication du rapport. Il a également été surpris du fait que ça ne soit pas au cœur des discussions dans l'opinion publique au moment de la sortie du rapport, qui n'est pas un arrêt de toutes les polémiques qu'on entend en permanence et qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas,
par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que c'est très étrange qu'il n'y ait pas eu un plus gros impact, en tout cas dans les débats, dans l'opinion, sur les remises de ce rapport, parce que c'est ce qu'il expliquait lui, en tout cas sur le plateau de Mediapart, c'est qu'il y a eu 3 ou 4 génocides dans l'histoire de l'humanité, enfin en tout cas l'histoire récente, et la France a des responsabilités lourdes et accablantes dans l'un de ceux-là. Ça devrait en tout cas nous interroger, on devrait s'arrêter, on devrait se poser, réfléchir à ce qui s'est passé et tirer les leçons pour le présent, pour le futur, et en parler plus vertement que ça. Donc voilà, il était très surpris des peu de réactions au Parti socialiste. Après, il semble qu'Emmanuel Macron veuille ouvrir des nouvelles relations avec le Rwanda et l'Afrique. Voilà, le président de la commission Vincent Nucléaire disait qu'il était grand temps, parce que depuis la fin du génocide, la France a boudé le Rwanda. Elle ne l'a jamais aidé, et en partie parce qu'elle y avait subi une défaite sur place de sa politique et de tout stratégique. Ça. Donc c'est terrible, c'est-à-dire qu'une fois que, c'est ce que dit Vincent Nucléaire, c'est-à-dire que le pays, il y a 1 million de morts à la fin du génocide, et on refusera d'inviter le pays au sommet de Biarritz en novembre 1994. François Mitterrand refusera de l'inviter. Donc il va être ignoré, il va être boudé, il va être voilà, ce qui paraît assez incroyable, parce que c'est les victimes dans le génocide. Donc en tout cas, les relations qu'il y aura par la suite qui vont être explosives et compliquées d'un point de vue de la justice aussi, avec des juges nommés. Voilà. Je pense au juge Bruguière, c'est particulier la manière dont il a travaillé, voilà. et les rapports qu'il a remis et les décisions. Mais... C'est une récurrence française, contrairement parfois à ce qu'on pourrait penser, d'avoir beaucoup de difficultés à ouvrir ses archives, mais dans le sens le plus large du terme finalement. Et le processus de vérité post-grand crime de masse, donc génocide ou crime contre l'humanité, en France est toujours très compliqué. C'est un État qui est fort et c'est un État qui a du mal à être dans l'introspection. Tu disais que la France était vraisemblablement, et je te suis là-dessus totalement, en tout cas les gens que tu cites disent ça, impliqués dans au moins l'un des grands génocides de l'histoire de l'humanité. J'en rajouterai un autre aussi, puisque la France est largement impliquée dans la Shoah, même si elle n'en est pas l'instigateur. Mais bon, le régime de Vichy n'a pas été seulement dans l'exécution du crime, et qu'il a aussi mis en œuvre sa propre politique criminelle également. Mais on ne va pas s'éloigner du sujet rwandais. J'ai des questions qui me viennent du public. J'en pose une dernière, mais qui est complémentaire avec celles qui viendront par la suite. Malgré tout, on sent quand même que les choses bougent. C'est bien de le dire quand c'est positif, et on peut penser que c'est grâce à la formidable mobilisation de journalistes, de militants, d'historiens. Dans tout ça, on parle des archives de l'armée française. Quelle est la réaction des militaires, mais quelle est la réaction plus générale de l'armée française ? Les militaires étaient très inquiets de ce rapport avant qu'il sorte. On y revient aussi dans Mediapart là-dessus. L'amiral Langsat, qui était donc le chef d'état-major des armées sous François Mitterrand, nous l'avait dit dans une interview qu'il avait peur que l'analyse des historiens déforme la réalité. Même si lui prétendait qu'on ne trouvait rien dans ses archives, il était très inquiet. Il avait peur que les politiques, les responsabilités ne retombent pas sur les politiques, mais sur les militaires, qu'on fasse porter aux militaires la responsabilité des choix politiques, des militaires qui exécutaient ce qu'on leur disait. Donc il y avait une vraie inquiétude là-dessus, et que ça rouvre le débat sur ce qu'avaient fait les militaires. Donc avec le fait qu'il n'y ait pas eu que la commission ait tranché, dit qu'il n'y ait pas de complicité, ça a apaisé une partie des militaires. Ça a apaisé Hubert Védrine aussi, ça a apaisé la ministre des Armées, qui a fait un courrier disant que voilà, il n'y a plus d'accusation de complicité. Donc voilà, ça satisfait une partie. Après voir si ces questions-là seront tranchées. En tout cas, je pense que depuis le début, il y a beaucoup de choses qui ont porté sur les militaires. Et là, aujourd'hui, le rapport montre qu'il y a eu des choix politiques. Il y a le mot d'aveuglement qui est dit, mais est-ce que c'est un aveuglement volontaire parce qu'il y a eu des rapports qui avaient été transmis expliquant qu'il allait y avoir un génocide? Je pense au général Varret, donc, qui était le chef de la mission militaire de coopération à Kigali entre 1990 et 1993, donc avant le génocide. Et en décembre 1990, il va rencontrer le responsable de la gendarmerie rwandaise, qui va lui dire: on veut des mitrailleuses, on veut des mortiers. Lui, il s'étonne, il dit: c'est hors de question. Des gilets pare-balles peut-être, des choses comme ça, mais hors de question d'armer la gendarmerie rwandaise avec des mitrailleuses, tout ça.
Et le responsable de la gendarmerie rwandaise va rediscuter avec lui en privé et va lui dire on veut cet armement-là parce qu'on va liquider les Tutsis sur tout le territoire rwandais et ils ne sont pas nombreux, ça va aller vite. Donc le général Barré va en référer au président Habyarimana, qui est le président rwandais, et le président rwandais va lui dire, il t'a dit ça, ce con, je vais le vider. Ensuite, ça s'est remonté à Paris, mais là, il y avait clairement une affirmation qu'ils allaient perpétrer le génocide. On est en 90, en décembre 90. Et il y aura d'autres choses par la suite qui vont revenir. Donc, les choses se sont sues. Donc, parler d'aveuglement, c'est particulier, en tout cas, dans le terme. Visiblement, ça va plus loin que ça. Et j'ai mangé, je crois, le début de la question, ou la fin. Je sais plus quel. Sur les militaires, mais je pense que tu as... Ok, oui, ok. Et en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que le rapport a rendu aussi hommage aux militaires qui avaient été visionnaires à l'époque, qui avaient parlé, quitte à devoir quitter l'armée par la suite, à être mis de côté, à être banni de l'armée, à être stigmatisés. En tout cas, ce rapport-là leur rend aussi hommage à ceux qui ont tiré les sonnettes d'alarme à l'époque, même s'ils n'ont pas été entendus et qui pourraient être considérés comme des lanceurs d'alerte, en tout cas dans les termes actuels. Mais en tout cas, ils rendent hommage aussi dans leur travail à ces gens-là. Et je pense que c'est très important de pointer du doigt tous ceux qui ont je vais dire connu des égarements, je ne sais pas si c'est ce terme-là, parce que je pense que ce n'est pas le bon, mais en tout cas de pointer aussi du doigt ceux qui ont bien agi et en accord avec leur conscience, leurs valeurs, j'imagine, mais bon, après ça, je ne rentre pas dans le jugement de valeur ou de choses comme ça. Oui, le rapport qui n'est pas jugé comme étant révolutionnaire, ou en tout cas avant-gardiste, ou comment dire, radical dans le sens noble du terme, en tout cas littéral du terme, parle quand même de responsabilité et pas de... Il utilise bien ce mot-là. Toujours sur les militaires, on nous pose une question. Que pensez-vous du rôle du colonel Robardet dans l'automatisation des fichiers de renseignement sur les Tutsis? Alors oui, je vois qui est le colonel Robardet, je serai incapable de répondre à la question, du coup je préfère pas m'engager Pas de là-dessus, souci. désolé, Moi, je mais passe les je veux bien que, messages. voilà, que tu me passes les questions et comme ça, voilà, Voilà. si je me sens pas, il y a des gens qui connaissent. Je passe les messages et c'est toujours plus agréable d'avoir une non-réponse qu'une réponse qui n'en est pas vraiment une. Est-ce que, on va dire, ce processus de vérité, en tout cas le fait que ça avance un peu sur ces questions des archives, même si on est loin du compte, est-ce que cela peut changer? Là aussi, je pense que c'est pas ton domaine d'expertise, ou en tout cas, c'est un sujet sur lequel tu vas vouloir t'exprimer parce que c'est pas ton travail d'enquête, mais je te la pose parce qu'on nous la pose. Est-ce que tout ça va changer quelque chose en termes de réparation en France pour les victimes? Alors, je sais que tu as suivi un certain nombre de procès, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour ça va pouvoir aider le processus de justice? Eh ben, c'est ce qui est demandé aussi dans le rapport, hein. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure Agatha Biarimana, la veuve du président. En tout cas, il me semble que j'ai entendu Vincent Duclerc le dire. Il va falloir que la France s'attaque à ce dossier-là, à cette personne-là. En tout cas, s'attaque et règle en justice ce qui lui est reproché. Et donc, elle pourrait être inquiétée. Voilà. Il pourrait y avoir un changement d'attitude des autorités françaises vis-à-vis d'elle. Il y a Et un pour les collectif. victimes, la Ouais, question portée plus. pour les victimes, je crois qu'il faut quand même préciser qu'en France, il y a le collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui a été créé par Dafrosa et Alain Gauthier, qui est un couple franco-rwandais, qui a perdu près de 80 personnes de leur famille, qui habite à Reims, mais qui a perdu 80 personnes de leur famille pendant le génocide, et qui, depuis le début des années 2000, recherche inlassablement les génocidaires rwandais cachés sur le sol français. Donc, ils ont déposé une trentaine de plaintes. Les premiers procès qui se sont ouverts en France pour génocide, avec l'appellation de génocide, c'était celui de Pascal Simbi Kangwa, un capitaine de l'armée rwandaise en 2014. C'est sur leur travail à eux. C'est-à-dire que eux, les victimes, le rôle leur a incombé d'aller chercher au Rwanda, reparler avec les tueurs, aller chercher tous les éléments qui permettaient de documenter le rôle de certaines personnes cachées sur le sol français, mais c'est-à-dire que c'est les victimes qui ont dû faire ce travail-là, et c'est sur leur travail-là que la justice s'est saisie de ces affaires-là. Mais la justice ne l'a pas fait d'elle-même, en tout cas au départ, donc il faut saluer leur travail, et eux disent qu'il y a encore aujourd'hui à peu près une centaine de personnes en lien avec la mise en œuvre du génocide qui sont cachées sur le sol français.
Je pense que l'année dernière, il y a une arrestation retentissante en mai dernier, qui est celle de Félicien Kabouga, qui est le financier, en tout cas présumé du génocide, qui a été arrêté sur le territoire français, à 40 km d'où réside Agatha Biarimana. Et les enfants d'Agatha Biarimana sont mariés avec les enfants de Félicien Kabouga. Donc c'est tout un réseau qui a été reconstitué. Il y a eu d'autres personnes qui ont été pointées du doigt, qui ont été retrouvées en France, mais on a parmi les gens cachés en France des hauts responsables ou des gens hautement suspectés d'avoir orchestré, mis en œuvre le génocide. Donc il va falloir que la justice passe et s'intéresse à ces personnes-là. Il y a des instructions qui sont ouvertes depuis des années et ça met trop de temps. C'est un temps insupportable pour les victimes. Il y a des personnes qui étaient suspectées d'avoir participé au génocide qui sont mortes de vieillesse ou de maladie. Donc le temps passe et de plus en plus, c'est ce que disent en tout cas les responsables du collectif des parties civiles pour le Rwanda, c'est que le temps passe et face à l'inaction, même les victimes n'ont plus envie de parler aujourd'hui. Elles en ont marre de raconter leur histoire, de dire tout ça. Donc, j'espère que ça va libérer la parole et peut-être que comme dans d'autres affaires, je pense aux violences sexuelles, à tout ça, aujourd'hui, il y a une écoute qui est là pour entendre ce qui s'est passé. Parce que ça fait des années que c'est dit, mais ça n'a pas été entendu, ça n'a pas eu d'impact. Très peu de médias en parlaient, mais il y a tout un travail qui a été fait par mes confrères depuis des années, mais parfois j'allais dire, pas dans l'ombre, parce que c'est sorti, mais ça n'a jamais été beaucoup, enfin en tout cas si, ça a été relayé, mais pas autant que ça aurait dû l'être face à la lourdeur des sujets traités. Ça aurait dû faire la une. Il faudrait regarder, je pense, au traitement des journaux d'information du service public sur la télévision. Comment ont été traités les premiers procès, comment a été traitée l'actualité du génocide depuis ces dernières années. Il n'y a parfois aucun sujet, ou très peu, ou raconté avec un certain parti pris. Donc, il y a un vrai questionnement à avoir, nous aussi, du côté des médias, se remettre en question. Qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et même si un certain nombre de journalistes, un petit groupe, a énormément travaillé là-dessus. Je pense à Mariam Alagardis, tu le citais, David Servenet, Patrick de Saint-Exupéry, Laurent Larcher, Théo Anglebert. Il y a quand même du monde qui a travaillé là-dessus. Ouais. Jean-François Dupaquier et d'autres. Ouais. Sur ce génocide, d'ailleurs, sur ce génocide comme les autres, les victimes ont joué un rôle fondamental pour que justice soit faite. Alors, elles n'ont pas toujours obtenu justice pour elles ou réparation des crimes, des préjudices qu'elles avaient subis, ou très rarement, que ce soit dans les procès au Rwanda, dans les procès sur le fondement de la compétence universelle en France ou les procès internationaux. Mais effectivement, cette question que tu abordes des victimes face aux institutions, que ce soit des institutions judiciaires, mais aussi les médias dont tu parlais, les victimes face aux médias, c'est intéressant. Je pense à tous ces collectifs de victimes, mais notamment aux collectifs de femmes qui se sont battues pour que les violences sexuelles qui étaient monnaie courante lors du génocide des Tutsis, mais en réalité comme souvent dans les crimes contre l'humanité, puissent être évoquées, ne serait-ce qu'évoquées. Ces collectifs de victimes qui se plaignaient par exemple que devant le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha en Tanzanie, eh bien on gavait les responsables du génocide qui allaient être traduits devant le tribunal de trithérapie pour qu'ils survivent, pour ceux qui avaient le sida, à leur procès, et alors que les victimes, elles, mouraient du sida. Donc cette question des victimes, elle est à mon avis encore à explorer. Peut-être qu'on fera une émission avec d'autres et avec toi aussi. Une dernière question. Je vois, il y a plein de questions là. On va s'arrêter avec la dernière question. Parce qu'on a été long, je pensais pas que le sujet allait... Enfin si, je le savais en fait, mais je t'avais promis le contraire. On nous pose la question suivante. La position récente du président Macron concernant l'Algérie, alors on est sur un autre sujet, mais que tu as un peu esquissé tout à l'heure. Est-ce que cette position du président Macron marque une nouvelle ère dans la diplomatie française vis-à-vis de son passé et vis-à-vis de l'admission française d'un certain nombre d'implications, de responsabilités? Je ne saurais pas trop le détailler, mais en tout cas, il y a une question de génération aussi. C'est qu'Emmanuel Macron n'a pas connu la guerre d'Algérie, il ne fait pas partie de ces générations-là, il ne fait pas partie non plus de la génération du Rwanda. Donc c'est plus facile aussi, peut-être. Est-ce que c'est plus facile ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il le fait et je pense qu'il y a
il y a peut-être plus de facilité à le faire. Je ne sais pas, en tout cas, il faut espérer que ça ouvre la parole, mais je crois que sur l'Algérie, tout n'est pas encore fait, il est de plus en plus, il y a des directives qui ont été passées sur les archives récemment qui, qui viennent complexifier la recherche au sein des archives. Donc, il va falloir regarder dans le détail ce qui est fait, mais c'est sûr que je pense au cas de Maurice Audin, d'avoir reconnu qu'il avait été tué par les militaires après avoir été torturé français. C'était un soulagement pour sa famille qui attendait ça depuis des années. Je pense que c'est terrible pour les familles qui passent leur vie à attendre ça. Les mots d'un gouvernement, reconnaître ce qu'indirectement elles savaient, en tout cas, mais juste de prononcer ces paroles qui apaisent des familles et qui leur accordent le statut de victime, ce qui est parfois pas le cas. On nous pose une dernière question, mais je vais y Oui, répondre vas-y, moi. vas-y, s'il y a encore quelques questions, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est sur la compétence juridique française à pouvoir juger des responsables du génocide des Tutsis sur le territoire national français. Oui, bien évidemment, c'est possible euh, en droit français. C'est ce qu'on appelle historiquement la compétence universelle. Pour un certain nombre de crimes très graves, il est possible d'attraire devant des juridictions nationales des individus pour les crimes les plus graves. Je ne pense pas qu'on va s'étendre sur ce sujet, mais c'était pour apporter une petite précision, vu que tu en parlais de ce travail mené par les collectifs de victimes pour, pour faire juger des responsables qui sont en fuite en France. Le mot fuite laisserait croire parfois que c'est une fuite où les gens sont dans la clandestinité, ils vivent cachés. Souvent pas du tout. Souvent ils vivent avec, ils sont pas partis les poches vides et ils vivent dans l'opulence et en tout cas ils ont échappé à la justice sur le territoire national et des victimes essayent eh bien, de les sortir de cette quiétude et de les confronter à leurs crimes. Merci Marc pour, Merci à pour toi cette et à pour ceux qui cette nous écoutent. soirée que tu nous as accordée et puis pour nous avoir permis d'aborder le thème du génocide des Tutsis sous un angle bien particulier et bien documenté, notamment sur la question de l'État face aux crimes au sens large. Voilà. Merci Marc Bouchage. Vous pouvez retrouver l'enquête de Marc sur Mediapart pour ceux qui sont abonnés. Vous pouvez revisionner cette soirée sur notre page Facebook parce que la vidéo reste. Et puis, vous pouvez lire les articles de Marc Bouchage sur l'enquête notamment qu'il a menée, en tout cas les articles qu'il a écrits sur l'implication de l'entreprise Heineken, l'entreprise de bière, pendant le génocide des Tutsis, avec l'implication d'acteurs privés cette fois-ci et non plus étatiques seulement dans l'exécution des génocides. Et puis, plus généralement sur ton travail sur la Colombie et tout. On mettra vraisemblablement le lien de ton formidable documentaire sur l'utilisation du glyphosate en Colombie et les conséquences que cela peut avoir. Merci en tout cas, Marc, pour ta Merci disponibilité. beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, Bonne bonne soirée. soirée. Au revoir.